Finlande, donc, qui va réduire drastiquement le nombre de visas touristiques russes à 10% du volume actuel, très exactement, et ce à compter du 1er septembre, en raison du mécontentement croissant dans le pays face à la guerre en Ukraine. Voilà ce que dit la première ministre finlandaise, Sanna Marin. Il n'est pas normal que les citoyens russes puissent entrer en Europe dans l'espace Schengen, être des touristes, alors que la Russie est en train de tuer des gens en Ukraine. Alors, ce n'est pas une interdiction totale, hein, Margot Haddad, comme on en évoquait la possibilité jusqu'ici. La Finlande a-t-elle finalement raison de prendre cette décision un petit peu entre les deux? Alors, il faut comprendre déjà que la Finlande, la Lettonie et l'Estonie, ce sont des pays de transit pour les Russes pour accéder à l'espace Schengen depuis l'invasion russe en Ukraine. La Lettonie et l'Estonie ont décidé d'interdire les visas aux Russes depuis le début de la guerre, à l'instar d'autres pays baltes. Également, la Pologne et la République tchèque ont fait également la même chose. L'Estonie, c'est seulement depuis le 28 juillet. Et donc, la Finlande décide donc de réduire ces visas. Elle n'interdit pas. Elle demande cependant à la Commission européenne de prendre une décision de manière unanime. Pour l'instant, l'Allemagne s'oppose clairement à cela. Et il faut que pour réduire les visas, pour que ce soit au niveau d'une nationalité, il faut que ce soit pris d'une manière unanime par tous les pays de l'Union européenne. Et pour l'instant, on n'a pas de consensus là-dessus. Donc, la Finlande prend cette décision de réduire les visas. On passe de 1000 visas à 500 visas russes par jour, dont 100 visas touristiques. Et il faut le savoir également, la Finlande prend cette décision après avoir vu une affluence énorme de touristes russes en juillet en Finlande. On parle de 185 000 visiteurs seulement en juillet 2022. Absolument, oui. Vous avez dit combien de visiteurs? 185 000. Ah oui, d'accord, oui, parce que j'avais un chiffre qui a dit... Je regardais mon chiffre, j'en ai un autre. Oui, mais ce n'est pas de panique, pas de panique. C'est pour ça que je vous redemandais, pour être sûr qu'on accordait nos violons. Moi, c'est le chiffre des passages à la frontière russo-finlandaise, donc tout va bien. 230 000 passages à la frontière russo-finlandaise en juillet contre 125 000 en juin. Donc c'est bon, Margot, on se complète. Oui, Général? Oui, on remarquera que ce sont les pays nordiques qui ont eu à souffrir de la domination soviétique qui prennent ce genre de décision. La Finlande, qui a été envahie en 1939, qui a perdu 10% de son territoire, la Carélie, qui ne l'a jamais retrouvée, et qui était sous prétexte qu'elle était une ancienne province russe avant 1918. Donc la Finlande aujourd'hui, qui a demandé, et qui se sent menacée, qui a demandé son entrée dans l'OTAN, et elle agit un peu de concert avec les 3 pays baltes qui se sentent également, qui ont des frontières très très proches, et qui sont souvent les plus durs, j'allais dire, en sanctions ou en livraison de matériel en proportion des armes dont ils disposent en tous les cas. Donc tout ça, ça n'est pas un hasard. La Finlande, aujourd'hui, eh bien, évidemment, avec cette frontière-là, craint pour sa sécurité et donc se positionne clairement dans le camp occidental, ce qu'elle était déjà depuis très longtemps. Rappelons quand même qu'elle fait partie de l'UE et qu'elle va rejoindre le clan otanien et que depuis très longtemps, ses forces étaient compatibles avec les nôtres puisque ces soldats sont formés avec nous. Vincent Hegeux. Oui, contexte général, donc la Finlande et la Suède, qui étaient plutôt sur une ligne de neutralité, rejoignent l'OTAN, compte tenu des circonstances. On a même un substantif qui a été créé à partir de là, un néologisme, la finlandisation, qui est une forme de neutralisation subie. Rappelez qu'en Finlande, le service militaire est obligatoire, il dure 6 mois. On peut le retarder, mais le taux de déperdition est infime. Beaucoup de Finlandais vont spontanément, quitte à interrompre leur carrière académique, sportive, se soumettre aux obligations de cette nature. Et puis rappelez aussi qu'un pays comme la Suède, qui avait supprimé le service national, la conscription, l'a rétabli en 2018. Et puis, dernier point, la Finlande n'était pas du tout un nain militaire dans ce qu'on a appelé le Talfisato, c'est-à-dire la grande guerre d'hiver 1939-1940. Ils ont quand même infligé quelques revers assez cuisants à l'armée de Staline et aussi de 41-44 dans ce qu'on a appelé la guerre de continuation. Donc ce sont des pays qui sont bien placés géopolitiquement pour savoir ce qu'il en coûte de faire preuve de trop de souplesse avec un voisin gourmand.
Alors, Aline Lebaille-Crémer, je vous donne la parole dans quelques secondes, juste pour vous montrer ce à quoi pense la Finlande. Alors, c'est pas encore en place, mais déjà des heures d'ouverture qui sont allouées à la demande de visa touristique qui vont être réduites. La priorité donnée aux autres types de visas, à savoir la visite des proches, les contacts familiaux, le travail, les études. La mise en place d'une catégorie spécifique de visas humanitaires, les journalistes, les ONG, et puis l'arrêt de l'accord européen de facilitation des visas avec la Russie. Et donc, le prix du visa touristique pourrait passer de 35 à 80 euros. Vous êtes la voix ukrainienne de ce plateau, hein, je le répète, Aline Lebaille-Crémer, mais est-ce que pour vous, ça, c'est suffisant, c'est bien? On sait que vous étiez pour une interdiction totale des visas touristiques russes. C'est un renforcement des sanctions qui vont dans ce sens-là, et avec deux objectifs, isoler au maximum la Russie et comment dire, pardon, non, je vous entendais plus. En fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est que ces pays-là, on a accusé ces sanctions d'être de l'ordre de la russophobie. Mais techniquement, ça veut dire peur des Russes, et on peut difficilement leur reprocher d'avoir peur des forces russes qui sont en train de massacrer en Ukraine. Et ces sanctions-là visent, dans un deuxième objectif, à interpeller la société russe et essayer de déclencher un réveil, des mobilisations et qui aille dans le sens de se manifester au sens propre comme au sens figuré vis-à-vis du Kremlin. Donc c'est un renforcement de ces sanctions, et les pays baltes et d'une manière générale les pays limitrophes qui sont sous la menace et qui se vivent aussi comme les prochains sur la liste, oui, renforcent de plus en plus leurs sanctions de cette façon-là. Et je me permets de rajouter que plus de 58% des Finlandais sont pour des restrictions de délivrance de passeports aux Russes. Et vous le voyez, hein, nous sommes en direct avec Charles Adams, ancien ambassadeur des États-Unis en Finlande, également avocat international. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'imagine que vous avez entendu ce qu'a dit le plateau auparavant, mais vous qui connaissez très bien la Finlande, ça ne vous étonne pas finalement qu'elle ait pris une telle décision? Non, non, c'était tout à fait prévisible. Il est important de souligner le fait que la Finlande continue à respecter les visas octroyés par d'autres pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Donc un Russe qui se présente à la frontière terrestre avec un visa pour, mettons, l'Espagne, rentrera en Finlande, prendra son avion à l'aéroport de Helsinki-Vantaa. Donc ce n'est pas une mesure qui cherche à interdire le passage en Finlande de touristes russes avec une destination ailleurs en Europe. La Finlande limite simplement l'octroi de visas touristiques pour des Russes qui viendraient en Finlande spécifiquement. Et c'est tout à fait compréhensible, et dans le contexte, il fallait s'y attendre. Pardon de vous avoir interrompu, il y a beaucoup de débats autour de cette question. C'est une question épineuse selon vous. Est-ce que restreindre les visas de cette manière, c'est une bonne idée? Je pense que c'est effectivement une bonne idée, ne serait-ce que pour attirer l'attention du large peuple russe sur le fait qu'il y a des conséquences pour eux de l'état de guerre provenant de l'agression russe sur l'Ukraine. Il faut absolument que le peuple russe soit informé, alors que pour l'instant, il est simplement abreuvé de désinformation de la part du gouvernement russe. C'est d'ailleurs ce que dit Volodymyr Zelensky dans une interview donnée au Washington Post hier. Il appuie exactement ce que vous venez de dire. Je le cite, c'est le seul moyen d'influencer Poutine parce que cette personne n'a pas d'autre peur que la peur pour sa vie, et sa vie dépend s'il est menacé ou non par sa population interne. Rien d'autre ne le menace. Alors ça, c'est pour la restriction des visas. Je voudrais votre avis sur une suppression totale des visas touristiques pour les Russes, parce que c'est aussi ce que demandait Volodymyr Zelensky. Là, il s'agirait d'une décision de l'Union européenne. Ce n'est pas la seule Finlande qui peut agir en ce sens. C'est effectivement une question qui est posée. Et personnellement, je trouverais qu'il serait idoine qu'une telle décision soit prise. Qu'il serait
idoine. D'accord. Et vous n'estimez pas que c'est contre-productif ou que ça peut servir la propagande russe qui accuse souvent l'Occident de russophobie, par exemple? Non, du tout. Du tout. Ce qui serait productif, c'est que la Russie reconsidère son action en Ukraine. Chère Adams, restez avec nous si vous le voulez bien, Margot. Oui, je voulais ajouter que la disposition qu'a pris la Finlande sur les visas humanitaires, elle est très intéressante parce que justement, jusqu'à maintenant, la Commission européenne était assez réticente quant à l'arrêt total de visas concernant une nationalité en particulier. Cette création de visas humanitaires, elle n'est pas seulement pour les ONG ni pour les institutions humanitaires, mais elle concerne également les dissidents et ceux qui voudraient partir de Russie. Parce que c'est là l'inquiétude également de la Commission européenne, c'est de bloquer justement cette diaspora russe qui s'oppose à Vladimir Poutine et qui fait usage d'un certain contre-pouvoir sur la scène internationale. Très franchement, moi, je m'interroge sur la pertinence de ce type de mesures, compte tenu justement de leurs effets pervers potentiels. D'abord, il faut être cohérent. On a un discours, notamment en Europe de l'Ouest, consistant à dire qu'on ne mène pas la guerre contre les Russes ni la Russie en tant que telle, mais contre un régime qui s'est engagé dans une agression militaire détestable. Bon. Or, cette mesure, elle ressemble quand même à une forme de punition collective. Il y a très peu de vecteurs de subversion par rapport à l'information en Russie. Le voyage dans l'étranger en est un. C'est pour ça que l'interdiction, par exemple, d'athlètes russes dans des compétitions sportives à l'échelle planétaire, le bannissement d'artistes russes, le fait de déprogrammer telle pièce de Gogol me paraissent franchement des mesures assez hasardeuses. J'ajoute un dernier point, c'est que tout ça, au fond, est assez symbolique, puisque dans son fil Twitter, Anna Colin-Lebedev remarquait, voilà 48 heures, que 60 à 70% des Russes n'ont jamais quitté le territoire national. Très intéressant, que les 2 tiers d'entre eux n'ont pas de passeport valide. Et que donc c'est un phénomène qui touche les élites urbaines de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Ceux qui ont les moyens de partir sont partis. Donc voilà, je pense qu'il faut simplement s'interroger. Je ne suis pas du tout définitif dans mon propos, mais il faut s'interroger sur le caractère pervers que peut avoir ce genre de mesures, confortant les Russes effectivement dans l'idée que décidément cet Occident collectif, pour reprendre la vulgate du Kremlin, nous fait la guerre à tous. Ce serait la guerre du monde extérieur contre tous les Russes. Je pense que dans cette sanction, il ne s'agit pas de faire porter la culpabilité à l'ensemble des Russes. Mais en revanche, une certaine forme de responsabilité. Peu importe, enfin, je veux dire, en Ukraine, les sentiments ou pas, l'Ukraine veut survivre, l'Ukraine se défend, bien sûr, mais vous comprenez qu'interdire un visa par rapport à l'éventuel effet contre-productif, c'est pas si vrai, parce que justement, c'est ce dont vous parliez, c'est-à-dire que ça concerne les élites d'une certaine façon, les gens qui ont les moyens de faire du tourisme en Europe. Parce qu'on parle encore une fois de la question de visa touristique. Les gens en Russie qui ont les moyens de faire du tourisme en Europe, tout en ne s'opposant pas à ce qui se passe dans leur pays. Parce que même si on prend l'angle strictement de société russe, enfin je veux dire, cette guerre, elle envoie des jeunes gens, les jeunes gens les plus pauvres, en chair à canon. Donc il s'agit aussi de renforcer les sanctions, ce qui a toujours été demandé depuis février, de renforcer au maximum les sanctions auprès de cette population-là. Donc c'est une manière de se défendre. Et je voulais ajouter quand même qu'il est plus facile à Paris de juger moralement, en tout cas d'une façon morale ou pas morale, cette sanction-là est moins facile quand on se trouve à quelques envolées et qu'on a une frontière avec des forces russes qui sont en train de massacrer des gens. En ce moment même, il y a des morts tous les jours sur le territoire ukrainien. Donc c'est pas exactement les mêmes prismes ou les mêmes filtres. Et encore une fois, c'est beaucoup plus simple d'envisager cela avec toutes les palettes intellectuelles, philosophiques, éthiques. Il y a plein de questions. L'Ukraine cherche à se défendre. Cette armée les massacre avec un soutien de la population aussi. Donc il ne s'agit pas de faire porter la culpabilité sur le peuple russe, la culpabilité collective. En revanche, il y a une responsabilité collective de cette société par rapport à ce qui est en train d'infliger
en Ukraine, à savoir une guerre de destruction. Général Richoud, ensuite Charles Adams, je viens vers vous, je sais que vous voulez intervenir. Moi, je suis d'accord qu'il est difficile de trancher si c'est bien ou si c'est mal, mais alors moi, d'un point de vue militaire, je dois peut-être un peu trop militaire, mais je crois à la clarté. C'est pour ça que vous êtes là, parce que je suis ça là pour ça. Donc je crois à la clarté des messages. Et c'est vrai sur le plan militaire et c'est vrai sur le plan médiatique. Et les messages alambiqués, les messages en forme d'usine à gaz, où c'est bien, mais ça, c'est pas bien. Et alors, pas de Poutine, il ne faut pas condamner le peuple russe, etc. Il faut faire la différence. Je pense que ça a moins de chances de toucher sa cible que lorsqu'on délivre un message clair, c'est-à-dire que tant que vous faites partie du peuple russe qui attaque actuellement un peuple souverain, qui tue, qui pille, qui viole, etc., eh bien, vous devenez complice du régime et vous devez le savoir. Et vous devez savoir ce qu'il se passe, comment le reste du monde vous juge. Et donc, ça, je pense que c'est un message qui me paraît important. Alors, je suis d'accord, il peut être contre-productif, etc., mais c'est quand même un message qui... Mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire un amalgame ? Oui, mais alors, vous savez, il ne faut pas amalgamer. Vous savez, c'est un petit peu comme... Par rapport à ce qui se passe, on n'en est plus là. D'un point de vue médiatique, on reproche toujours à nos hommes politiques de délivrer des messages qui ne sont pas clairs, parce qu'avec les lois ont des tas d'exceptions, etc., etc. Et là, c'est un petit peu pareil. Il y a un message médiatique, Poutine est un paria, mais vous ne l'êtes pas, etc. Je pense que le message est brouillé. Et le message qui n'est pas brouillé, c'est la Russie, aujourd'hui, est un agresseur et vous êtes russe. Charles Adams, c'est à vous. Oui, je voulais simplement préciser, comme je le disais tout à l'heure, cette mesure finlandaise ne touche que les visas octroyés pour des visites touristiques de Russes en Finlande. La Finlande continue à respecter les visas octroyés par d'autres pays de l'Union européenne. Or, le plus grand nombre de visas délivrés à des Russes pour des visites touristiques en Europe proviennent de l'Italie, la Grèce et de l'Espagne, qui continuent à émettre des visas touristiques pour des raisons évidentes économiques, afin de valoriser la période des vacances et l'apport financier de visiteurs russes. Donc, il faudrait que l'Europe, dans son ensemble, envisage d'agir d'une manière cohérente et unie, ce qui pour l'instant est très très loin d'être le cas. Vincent, dans un instant, juste, je voudrais qu'on écoute, si vous le voulez bien, Thierry Breton, qui est commissaire européen au marché intérieur, qui était hier l'invité de Darius Rochebin. Écoutez ce qu'il a dit à ce sujet. Ce n'est pas un État qui dicte sa politique aux autres. Aujourd'hui, la demande qui est faite ne peut pas fonctionner en l'État. Je fais moi-même, puisque vous m'interrogez là-dessus, la distinction entre le régime qui crée aujourd'hui cette situation dramatique, illégale, scandaleuse, et le peuple russe. Au fond, ce qui est important, c'est de faire ce qui est fait maintenant, peut-être de le durcir, comme les Finlandais ont décidé de le faire, c'est-à-dire de limiter effectivement l'accès des Russes à ces visas, d'augmenter la capacité de bien vérifier qui le demande et si il est, entre guillemets, persona grata. Je crois que ça, c'est la bonne formule. Vincent. Première chose, le message n'est pas si clair que ça. On l'a vu tout à l'heure. Il y a au moins 5 régimes, en quelque sorte, dérogatoires. Donc, on peut dire que ce soit un message franc et massif. Deuxième remarque, effectivement, il y a un problème de cohérence. Alors, si on considère que le peuple russe est lobotomisé jusqu'à la fin des temps et perdu pour la cause, oui, alors continuons effectivement de pratiquer cette forme d'ostracisme-là. Puis, parallélisme des formes. Il est plus facile, depuis Paris, d'expliquer que les Russes doivent se soulever contre un régime inique que de le faire à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou ailleurs. Ne sous-estimons pas la terrifiante efficacité de l'appareil répressif et policier russe. Un seul exemple, et je finis là-dessus. On a beaucoup évoqué le mouvement des mères de soldats lors des guerres de Tchétchénie ou lors de l'invasion de l'Afghanistan, mais on a aussi remarqué que les embryons de ce mouvement, cette fois-ci, avaient été étouffés dans l'œuf, encore une fois, par cet appareil répressif. Donc, dire d'ici, qu'est-ce que c'est que ces Russes, ces pleutres, ces lâches qui ne se soulèvent pas contre Poutine, ça ne suppose pas, de notre part, une bravoure extraordinaire. Très rapidement, si on passer à la suite, dire de Kiev qui résiste et sur les fronts du Donbass, alors, je ne suis pas allée dans le Donbass, mais enfin, j'allais régulièrement depuis février en Ukraine, dire quand même qu'il est plus difficile et risqué
de résister aux Russes d'Ukraine que de Moscou, ça peut s'entendre aussi. Ce que vivent les Ukrainiens et les risques qu'ils prennent pour des idéaux, pour des valeurs européennes, pour de démocratie, de liberté, ils risquent énormément plus, en réalité, qu'un soulèvement, s'ils étaient plus nombreux, parce qu'effectivement, dissidents à 1,5 à Moscou, c'est pas simple et on finit en garde à vue, on le sait. Pardon, ça va vous paraître horrible, mais risquer 3 jours de garde à vue, même de la prison, ce n'est pas non plus se faire massacrer à Boutcha. Je suis désolée. On risque un peu plus, personne ne conteste ça, ce n'est pas un jugement normatif que je porte, je m'interroge simplement sur l'efficacité opérationnelle d'une décision de cette nature. De toute façon, ça fait plusieurs jours qu'on s'interroge et on n'a toujours pas la réponse. Donc, ça commence à grogner en Russie aussi, par ailleurs. L'objectif d'interpellation de la société russe, parmi les objectifs, c'était celui-là, ça commence à grogner et ça se retourne aussi contre le... Il est difficile, très rapidement, de reprocher aux Russes d'être les victimes de la propagande russe. Je veux dire, quand on est abreuvé au quotidien toute la journée, en toute honnêteté, je veux dire, les Allemands en 1945 étaient pro-nazis, mais à très grande majorité. Allez, on avance parce qu'on n'avait qu'un son de cloche. De toute façon, les 27 vont plancher aussi sur la question des visas. Ce sera fin août. Bon courage à eux. Ils sont victimes également, la population. Il y aura beaucoup à dire. Charles Adams, merci beaucoup, Charles Adams, d'avoir accepté notre invitation dans le 9-12.